Moi, je vais peut-être revenir rapidement sur ce qui a été retenu de la présentation de ce matin, de la première partie en tout cas, donc la vision de l'industrie du futur. Pour continuer après sur la question des compétences attendues et donc des besoins des formateurs. Sur la vision de l'industrie du futur, le premier mot qui est venu, c'est le mot de futuriste, avec cette impression qu'il y avait un peu un décalage entre la vision qui était proposée, enfin qui était présentée par Thales et par la PFA. Ça s'explique certainement par le fait que c'est des grandes entreprises et qu'il y a vraiment un décalage, un grand écart entre les grandes entreprises et puis les PME qui constituent quand même la plupart du tissu industriel français. Donc voilà, les formateurs voient ça, il y a un décalage entre les personnes qui sont dans des grandes entreprises qui ont déjà fait cette transition et les PME qui ont beaucoup plus de difficultés, qui n'ont pas les moyens humains, qui n'ont pas les moyens financiers pour se lancer là-dedans. Et donc voilà, ce qui est frappant, c'est quand même l'aspect technologique aussi, c'est différentes briques technologiques pardon, assez révolutionnaires qui apparaissent dans les entreprises, qui changent totalement les modes de production, avec des interactions totalement différentes entre les salariés, une interconnexion aussi des outils qui change beaucoup de choses au niveau des besoins de formation et des compétences. Et voilà, on arrive aussi assez rapidement à ces questions vraiment liées à l'humain, dans le sens où voilà, il y a de vrais défis par rapport à la formation, par rapport aux compétences, avec une certaine rigidité du système de formation. Je vais peut-être vous laisser détailler ça après, et aussi un défi par rapport à la montée en compétences. Donc, on s'est demandé un peu qu'est-ce que l'usine du futur changeait au niveau des compétences attendues par les entreprises. Au niveau technologique, on a eu une réflexion quand même qui était de se dire c'est pas possible que les centres de formation aient tous les équipements de pointe dans tous les domaines pour répondre aux besoins de l'industrie du futur. Et peut-être que l'idée, c'est de garder une vision globale sur la technologie dans l'apprentissage et pas de se spécifier sur une machine particulière, d'être plutôt agile au niveau de la compréhension des équipements. On a aussi pas mal discuté autour de la capacité à faire du travail de groupe, à travailler en mode projet, tout ce qui est soft skills, voilà, à développer dans les formations. On avait aussi des exemples intéressants sur la pratique de l'anglais qui aujourd'hui et encore plus dans l'industrie du futur est quelque chose de primordial et que les étudiants ont parfois du mal à franchir le pas. Donc on avait des exemples intéressants de pratique de l'anglais dans les ateliers de chaudronnerie ou en plasturgie pour expliquer justement directement ce qu'ils font. Et puis aussi, bien sûr, l'évolution des modes de pédagogie en utilisant le numérique, le connecté pour donner de l'intérêt aux formations et aller après derrière voir des utilités concrètes sur le monde industriel. Par contre, au niveau des freins, on a quand même quelque chose d'intéressant concernant les équipements. Je vais vous laisser développer sur les partenariats entreprises. Oui, ce dont on disait, c'est que donc, moi, en tant qu'industriel, hein, donc je représente ABB, qui est constructeur de robots. En tant qu'industriel, on se retrouve face à nos clients qui nous disent est-ce que tu connaîtrais pas une école dans laquelle on a ces personnes-là qui savent programmer des robots? Euh, Quand on en arrive là, c'est qu'il y a eu quelque part un problème. Donc l'idée, ce serait de plus échanger, peut-être nous aussi, les industriels, plus à vendre nos métiers. Donc, et pour ça, nous, on n'est pas vraiment avare, hein, notamment on peut venir faire des conférences, donc n'hésitez pas à nous contacter, on viendra dans vos écoles, devant vos élèves, devant vos étudiants, pour leur expliquer nos métiers, pour leur expliquer les formations, pour essayer de leur donner un petit peu envie en plus, parce que bon, les robots, l'avantage c'est que c'est quand même relativement attrayant, on peut facilement créer de l'intérêt avec des robots. Et ça, c'est pour la partie, je dirais, formation et intérêt. Et on a un autre aspect qui est quand même l'aspect matériel. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi que les étudiants puissent mettre, entre guillemets, les mains dans le cambouis. Et pour ça, aujourd'hui, on a des solutions de vente de nos produits. Mais je pense qu'il faut qu'on aille un petit peu plus loin parce que c'est quand même des investissements qui sont conséquents. Et je pense qu'on devrait aussi travailler nous-mêmes à faire plutôt des méthodes voilà, de location ou de leasing pour permettre au centre de formation d'être toujours
entre guillemets à la pointe de la technologie. Nos produits évoluent très vite, les standards évoluent très vite, les langages de programmation évoluent vite également. Donc c'est bien qu'on puisse permettre aux centres de formation d'avoir des équipements qui sont tout le temps à la pointe de technologie et pas de faire en sorte que nos étudiants apprennent sur des matériels qui sont obsolètes. Ensuite, dans les freins, on a quand même noté le fait qu'il y ait des référentiels figés au niveau de certains diplômes d'État. Alors, apparemment, ce n'est pas le cas sur les diplômes d'ingénieurs, mais du CAP au BTS, par exemple, la notion de robotique, elle n'existe pas vraiment. Et ça pose problème parce que ça fait que la formation est en retard par rapport aux besoins des industriels et n'arrive pas à se mettre au niveau. Donc, il y a quelque chose qui a priori pourrait quand même être contourné avec l'évolution et la mise en place des CQP, des titres pro pour donner des spécifications et permettre de contourner cette rigidité. Et ensuite, on a vraiment parlé aussi de l'attractivité des métiers de l'industrie pour les jeunes, parce que si on a une super formation de la demande des industriels mais que personne ne veut y aller, on aura fait tout ça pour rien. Donc là, on s'est dit que c'est vrai que la robotique, l'impression 3D, ça allait normalement favoriser les choses, mais il y a un retard à rattraper et que voilà, il y a quand même des actions à développer pour l'attractivité des jeunes parce que l'industrie c'est sale et ils ne veulent pas y aller. Et il y avait aussi un exemple en chaudronnerie de jeunes qui travaillent, qui font leur module que sur des objets d'utilité concrète. Et donc, ils se projettent mieux dans leur métier, dans ce qu'ils font. Et ça permet a priori d'attirer plus de monde sur ces sections-là. Enfin, on a aussi un problème de montée en compétences. Les industriels ont besoin de... Aujourd'hui, le bac pro maintenance intéresse pas vraiment les industriels. Ils veulent des niveaux BTS minimum. Ce à quoi on sait répondre. Par contre, il faut aussi tenir compte du fait qu'il y a des gens qui n'ont pas la compétence pour aller vers du BTS. Et demain, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Tous les opérateurs sur les chaînes, et il y a encore de la demande sur ces métiers-là, donc il y a un décalage. Voilà pour la restitution du groupe. Bien. Ben voilà, hop, une carte, on échange. Eh oui, c'est vrai, vous l'avez dit, hein, on peut se déplacer, on peut venir dans les, dans les établissements, faire rêver les jeunes. C'est très bien, il faut en profiter parce que ça fait partie des bonnes pratiques qui sont absolument encouragées. Deuxième groupe, alors. L'industrie du futur, c'est davantage de changement de posture avec davantage de travail collaboratif et tout cela aidé par l'outil numérique. Donc un mot peut-être sur le progrès technique qu'on a toujours connu et l'outil qui ne reste qu'un outil, le numérique. Effectivement, ça a été évoqué à de nombreuses reprises dans la matinée, c'est-à-dire que les évolutions technologiques, on les connaît depuis la machine à vapeur, quelque part. Et donc, d'une certaine manière, l'homme s'adapte toujours. Par contre, après, il faut adapter les savoir-être, il faut adapter l'humain à l'avancée technologique. Et notamment, il faut répondre, en tant qu'organisme de formation, avoir une réponse à ces évolutions technologiques. Et la réponse, elle est humaine, elle est sur le dispositif de formation qu'on doit apporter. D'où le fait qu'on soit dans le 4.0, je crois. Ça doit être ça, la nouvelle révolution. Donc les formateurs ont pointé notamment qu'il y avait un manque de stratégie, de vision stratégique pour maîtriser ces outils, à la fois dans les entreprises. Bien évidemment, on en a parlé, Thibaut en a parlé, cela dépend des tailles d'entreprise. Ensuite, il y a quelque chose qui m'a aussi marqué sur l'attractivité des filières, qu'on mettait des jeunes avec des Fab Labs, ça rendait les filières très attractives, mais qu'il faut aussi développer des contenus pour aller vers cette transition. Sur le champ des compétences, donc sur les champs des compétences techniques, j'ai été surprise d'entendre que la baisse du niveau s'accélérait. Dites-nous un peu plus. Je vais donner un exemple simple. Il n'y a pas longtemps, un de mes formateurs qui intervient pour une filière électrotechnique, Terminal Bac Pro, donc des jeunes qui ont 18 ans, qui sont à leur 10e année d'école et qui, pour certains, sont toujours pas capables de calculer la circonférence d'un cercle, pour calculer la section d'un câble.
Donc c'est un problème mathématique très simple. Et pour autant, là, on se rend compte que ce savoir fondamental, il n'est pas là. Enfin, en tout cas, il n'est pas maîtrisé. Et ça pose un problème pour acquérir. Après, on n'imagine pas un jeune qui ne maîtrise pas ça, qu'est-ce qu'il peut acquérir d'autre? Enfin voilà, la question elle se pose à ce niveau-là. Et c'est un vrai frein, c'est une vraie difficulté. Effectivement, ça vient se concrétiser. Hein. Je pense que n'importe quel industriel ici comprendra ce que je vais dire. C'est qu'on peut avoir des jeunes qui vous donnent 20 mg est égal à 0,2 kg. C'est pas dérangeant pour lui. Donc on a réellement un problème. Alors le numérique, c'est très paradoxal, c'est qu'on a une déconnexion du terrain par rapport au numérique. Et la difficulté avec les jeunes, c'est qu'il va falloir, par le biais des industriels, les reconnecter avec le terrain. À l'ISPA, pour l'apprentissage, c'est exactement comme ça que l'on fait. C'est-à-dire que l'industriel n'est pas que pour accueillir, n'est pas là que pour accueillir le jeune, mais aussi bien sûr le guider. Et on retrouve parfois des aberrations dans des copies. Je pense qu'on en a tous ici, tous les centres ici, pourraient témoigner en lieu et place, des choses totalement aberrantes. Ce n'est pas gênant d'avoir des disproportions dans les chiffres. Tout ça pourquoi? Parce que finalement, quand on regarde bien, le jeune est déconnecté de la réalité. Et c'est là, attention, il y a un gros warning à faire là-dessus. C'est le numérique, le 4.0, oui, mais attention à la déconnexion du terrain. Donc j'entendais tout à l'heure les mains dans le cambouis. J'adhère complètement à cette idée parce qu'il faut absolument garder ce contact avec le terrain. Oui, sur les compétences numériques, donc il ne suffit pas de surfer sur Facebook, ça a dû bien être entendu, mais il faut aussi être pertinent dans la recherche d'informations, etc. Un autre point sur les compétences, c'est la montée en charge de ce qu'on va demander, en fait, la montée en compétences qu'on va demander à l'opérateur, dans le sens où il y aura des tâches qui seront substituées par la machine. Donc on va lui en demander plus, et ça demande plus de compétences transversales. Alors, tout à fait. Quand on regarde l'évolution un petit peu justement, puisqu'on parle du 4.0, quand on regarde l'évolution des technologies, on voit aussi dans les métiers une évolution du métier. C'est-à-dire que ce que faisait le technicien à une époque est fait aujourd'hui par l'opérateur, et plus ça va aller, plus on va lui en demander. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a plus de temps. Et il a plus de temps. Pourquoi? Parce que la machine est plus automatisée. Donc là, le fait est que, alors je ne parle pas de petites ou TPE, quoique quand on arrive sur des centres d'usinage ou des choses comme cela, on a aussi des machines de plus en plus automatisées, on a donc du temps qui se dégage pour l'opérateur. Donc ce temps, on l'occupe par quoi? Eh bien par des tâches qui devraient être faites par un niveau supérieur. Exemple, maintenance de niveau 1 ou future maintenance de niveau 2 que l'on peut retrouver. Eh ben, ce système, ce glissement que l'on a au fur et à mesure, eh ben, on l'a de l'opérateur qui fait un travail d'opérateur technique, puis l'opérateur technique a un travail de technicien, le technicien un travail d'ingénieur, ou du moins, si ce n'est pas le métier, il en prend une partie. Ce qui fait que l'entreprise doit aussi s'adapter, et ce n'est pas toujours évident non plus, notamment dans ces grilles salariales ou les grilles de compétences. Mais c'est du 4.0, donc elles ne seront pas virtuelles, celles-là, par contre. Est-ce que vous pouvez dire un mot justement sur le langage commun, justement? Oui, alors je relatais tout à l'heure, la semaine dernière, j'étais à une conférence organisée, enfin, pour ceux qui connaissent, sur le SMILE, qui est un principe de reconstituer une entreprise industrielle pour les collégiens. Et dans ce cadre-là, un industriel de la vallée, enfin je viens de Haute-Savoie, la vallée de l'Arve, du décolletage, qui relatait que ils n'allaient pas recruter du personnel de production, mais ils allaient les faire monter en compétences. Et la première chose sur laquelle ils les formaient, c'était sur un langage commun, un langage technique commun, parce que c'était du personnel pas forcément qualifié, ne serait-ce que pour déjà relater l'information. Il y a une panne sur la machine, qu'est-ce que je dis? Oui, ben là, le bras il s'est bloqué à tel endroit. Ben non, il faut des détails techniques pour que le technicien de maintenance il puisse intervenir de manière beaucoup plus pertinente. Ben voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Ouais. Et avec le numérique et le partage d'infos et le travail collaboratif avec d'autres services, des fonctions de support, etc., ça va être d'autant plus nécessaire. Si on vient au formateur et à ce qu'on va demander au formateur demain, et ce qu'on lui demande déjà aujourd'hui, c'est on demande à l'entreprise d'être plus agile, donc on demande au formateur également d'être plus agile. Et donc comment on fait ça? Donc nous, dans notre centre de formation, on a mis au point, enfin on a suivi une formation, l'ensemble du personnel, moi y compris. En fait, l'objectif, c'était de passer d'une posture d'enseignant classique à un animateur ressources, à, on va dire, d'une certaine manière, un manager d'un groupe de jeunes. Alors, c'est plutôt dans le cadre d'une approche de projet ou approche emploi compétences, mais effectivement, il faut peut-être que le formateur il change de posture.
tout comme le responsable change aussi de posture au sein de l'entreprise, parce que on motive aussi les jeunes en ayant une relation différente avec eux. Alors, on retrouve effectivement chez nous, c'est pareil, on a lancé, tout comme vous, cette fameuse démarche. On a 2 essais en cours. Alors, c'est assez étonnant quand même, c'est la réaction des jeunes par rapport à cela. Je ne sais pas si pour vous, si vous avez déjà lancé ce type de démarche, mais on a une certaine population de jeunes qui adhèrent à 100% à ce mode de cadrage, c'est-à-dire que l'enseignant n'est plus, entre guillemets, qu'un cadre, il encadre un projet où il encadre, par exemple, la création de modules de formation. C'est-à-dire c'est le jeune lui-même qui crée son module de formation et puis ça tourne de groupe en groupe et le module se construit au fur et à mesure. Et les réactions sont diverses et variées. Il y a des jeunes qui disent « moi j'adhère à 100% à ça, je suis libre de pouvoir faire ce que je veux, comme je veux, à la vitesse où je le veux ». Mais il y en a d'autres qui disent « non, ça ne me convient pas, je préfère voir quelques diapositives sur l'écran et puis pour pouvoir suivre comme ça, d'avoir un minimum de cadrage ». Donc on est aujourd'hui, dans notre expérience, chez nous, en tous les cas à l'ISPA, on est aujourd'hui à cheval sur ces deux systèmes. Et surtout, vous me disiez que vous n'étiez pas accompagné, il n'y a pas de formation des formateurs ou des enseignants, et ça reste des démarches individuelles et autodidactes. Et ça, c'est important. Juste un point pour conclure, parce qu'on ne va pas vous embêter. Sur la visite du Fab Lab, j'aimerais que vous disiez. Donc tout à l'heure, quand on a visité le Fab Lab, moi c'est la première fois que je visitais un Fab Lab, et ça m'a inspiré, avec mes 2 collègues, ça nous a inspiré une réflexion. On s'est dit, il faut qu'on crée un Fab Lab dans notre CFAIP. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on décloisonne quelque part les plateaux techniques. Nous, on a 4 filières techniques et chacune a son propre atelier et il n'y a pas spécialement de communication à l'intérieur, entre les différentes plateformes techniques. Et le Fab Lab, ça pourrait être justement un moyen d'apporter ça. Et quand on pense à l'industrie du futur, c'est comme on va demander aux salariés aussi d'être capables d'interagir les uns avec les autres, d'avoir des multicompétences, etc. C'est aussi une manière de créer une espèce d'émulation des multicompétences techniques entre les différents pôles et bien sûr encadré par des formateurs. Mais même le jeune, je disais tout à l'heure, qui a besoin de réparer le pot d'échappement de son scooter, il vient et puis il va demander des solutions aux formateurs, aux collègues, etc. Voilà, c'est une idée qu'on va essayer de mettre en place. Bon, merci pour cette restitution. Super. Belle idée, c'est vrai qu'un Fab Lab, ça peut être vraiment un lieu de vie au sein d'une grande collectivité. On va accueillir maintenant le groupe suivant. L'industrie du futur, dans un premier temps, c'est pas quelque chose sur lequel on va mettre beaucoup de techno, mais c'est surtout la place de l'homme et la place de la personne à travers cette entreprise. Comment est-ce qu'elle monte en compétences, quel travail et quelle posture elle doit adopter à l'intérieur de cette entreprise, et pas mettre une imprimante 3D dans un coin et puis tout ça géré avec du big data. Donc, dans le cadre de cette position de l'homme et de la personne, eh bien, il faut que désormais cette personne soit flexible, agile et aussi une grande part d'autonomie. À travers les outils de formation qui sont dédiés, eh bien, il faut surtout aller et tendre vers la possibilité des étudiants à devenir flexibles et à devenir très agiles dans le cadre de leur travail. Tout ça en alliant des jeux, en alliant de l'amusement à travers les notions pédagogiques pour leur donner justement cette appétence du savoir et cette volonté d'acquérir des compétences qu'ils pourront après utiliser en industrie. C'est vrai que quelque chose qui était important, c'était vraiment cette notion d'apprendre à apprendre tout au long de sa vie et de faire des personnes formées, des vrais acteurs de leur formation, à la fois quand ils sont en formation initiale, plus tard dans la formation continue et encore une fois dans l'entreprise. Il a été mis en évidence également que désormais, c'est surtout sur les soft skills, les compétences dites humaines, les compétences plus générales, les compétences de relationnel, que les entreprises se tournent et que sur tout ce qui est compétences techniques acquis, c'est surtout l'entreprise qui va former ces jeunes dans le cadre de l'expérience professionnelle qu'elles acquériront à partir de la base de leur employabilité jusqu'à ce qu'elles deviennent seniors au sein de l'entreprise. Voilà. Donc malgré tout ça, pour pouvoir permettre justement ce type d'acquisition de compétences au niveau des organes pédagogiques, il y a quelques freins qui existent. Alors déjà, les premiers freins, c'est des freins sur la sécurité des machines. Il y a des nouvelles machines qui viennent quand même à apparaître dans la pédagogie, des imprimantes 3D, à la fois d'un point de vue à port de filament, mais aussi métallique.
Donc comment est-ce que l'apprenti navigue à l'intérieur de ces machines? Est-ce qu'on doit avoir quelqu'un qui est présent H24 au sein des ateliers justement pour s'assurer de l'apport de sécurité qu'il y a au niveau de l'apprenti ou de l'étudiant? Et puis également des freins aussi financiers, hein, parce que comme ça a été soulevé précédemment dans la présentation de M. Darius, les machines d'imprimantes 3D acier, donc métallique, coûtent beaucoup plus cher que ce qu'il est prévu. Et si effectivement l'école doit former des personnes à utiliser ce type de machine, eh ben, il faut qu'elles aient des moyens qui ne sont pas à l'heure actuelle à sa portée. De plus, les enseignants doivent aussi avoir la capacité de se former aux pratiques industrielles qui existent à l'heure actuelle au sein des entreprises, hein, et doivent avoir la possibilité de pouvoir arriver, alors c'est une proposition qui a été faite, donc soit de faire des stages au fur et à mesure des années, pouvoir arriver à se positionner en stage, et puis à reprendre un peu de compétences industrielles pour après pouvoir les redescendre au niveau des entreprises, soit autrement, faire des modules de formation industrielle pour se former aux nouvelles pratiques qui sont en entreprise, afin de rester toujours en adéquation avec ce qu'il se fait en entreprise. Et puis également ce que nous, ou ce que les enseignants redescendent sur leur formation. Alors d'un point de vue aspect bonne pratique, alors il y a des organismes de formation, beaucoup d'organismes de formation qui déjà ont développé ou vont développer des Fab Labs. Donc ces Fab Labs ont la possibilité de créer des endroits de partage où effectivement les apprentis, à travers leur rapport de connaissances, vont pouvoir interagir et puis aussi mettre en pratique des projets qu'ils cherchent à mener. Il y a aussi la notion de plus en plus présente d'un point de vue pédagogique de ce qu'on appelle la pédagogie inversée, hein, c'est-à-dire cette possibilité à l'apprenti de se former avant d'arriver en cours, et puis fort de la formation qu'il a eue sur des vidéos ou autres, de venir avec un bagage de connaissances au niveau de la classe, et puis après de mettre en pratique au niveau de la pédagogie ce bagage de connaissances à travers des études de cas, des TP ou autres. Et puis aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la part de plus en plus présente au niveau des outils pédagogiques de ce qu'on appelle les soft skills, donc beaucoup de sciences humaines, beaucoup de projets, si possible développés d'un point de vue interdisciplinaire, puisque à l'heure actuelle, l'étudiant, le futur ingénieur, le futur technicien va travailler en mode projet avec des personnes qui auront tout un tas de compétences diverses, et il faut pouvoir intervenir avec ces différentes strates de compétences. En industrie, il y a des zones de formation qui existent, hein, parce que, on l'a dit tout à l'heure aussi, l'industrie c'est aussi un endroit où les jeunes, où les employés vont se former au fur et à mesure du cycle de leur vie. Et donc il y a des zones de formation qui se font au sein même des organes de production, où en fin de compte les personnes peuvent continuer à se former à travers une formation continue directement en entreprise. Et puis il est nécessaire de développer, en tout cas il nous a semblé nécessaire, de développer des centres d'expertise interne au sein des organes pédagogiques de formation, parce que voilà, ces nouveaux aspects, imprimante 3D et tout le reste, nécessitent beaucoup d'expertise et nécessitent que voilà, il y ait des compétences qui soient figées au sein des centres de formation ou écoles pour vraiment continuer à faire vivre tout ça. Merci de votre écoute. Voilà. Merci beaucoup pour la restitution. Nous allons terminer avec l'équipe des Bleus. Alors, l'équipe des Bleus, bienvenue. Vincent, tenez, hop, le micro. Merci. Il me semble, à première vue, que la tonalité des échanges de l'équipe des Bleus était un petit peu plus sombre. Enfin, on est arrivé sur un constat un peu plus mitigé que tout ce qu'on a entendu. Donc on va vous expliquer pourquoi. La première question posée, c'était qu'est-ce qui, dans l'industrie du futur, les drivers de l'industrie du futur, vient impacter les besoins en formation. Alors les drivers de l'industrie du futur, on avait eu la présentation avant. Ils ont été résumés de façon extrêmement limpide par les intervenants de Schneider, qui ont dit il y a 5 leviers, 5 obstacles à franchir dans un processus d'amélioration continue au sein des entreprises, la performance énergétique, l'innovation, la montée en gamme, la personnification en masse des produits ou des solutions. Tout ça en laissant l'homme au cœur de l'entreprise, ça a été dit, au cœur des processus. Pourquoi? Alors, moi j'ai bien aimé la justification qui a été donnée.
C'est relever le paradoxe suivant. Si vous bourrez votre usine d'automatisme, et ben en fait vous la figez, vous lui donnez une cadence définie et vous tuez vos chances à venir d'évolutivité. C'est précisément parce que vous laissez l'homme, vous corrigerez si je restitue mal vos propos, mais c'est précisément parce que vous laissez l'homme au cœur de tout ça que vous gardez votre potentiel d'innovation et d'adaptabilité. Donc voilà, je voulais mentionner ça. Mais la question est, qu'est-ce que ça change sur les pratiques de formation, les besoins de formation au quotidien? La réponse que je voudrais faire ici de manière un peu provocante, c'est pas grand-chose. Alors justement, vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, on va relativiser un petit peu, mais au niveau du groupe, effectivement, on a bien vu que les visions industrielles étaient plutôt claires. Les grands groupes notamment, mais aussi les PMI se sont bien emparés du sujet et donnent une vision, des perspectives, nous donnent, nous, centres de formation, lycée, éducation nationale, des buts à atteindre. Après, c'est le comment. Voilà. Quelle feuille de route pour nous en tant que centre de formation? Et là, c'est plutôt le vide. Qui nous a sauté aux yeux, et ce malgré des échanges qu'on peut avoir avec les industriels et le fait qu'on les sonde régulièrement, puisque on le fait régulièrement en tant que centre de formation. Donc voilà, comment on va faire nous en tant que centre de formation pour s'approprier ces nouveaux sujets, ces nouveaux enjeux, ces nouvelles technos et ces nouveaux modes d'organisation. Si on prend effectivement les aspects un peu négatifs sur lesquels on a passé, c'est vrai, du temps, mais c'était important, c'était les contraintes, les nombreuses contraintes en tant que centre de formation auxquelles on est confronté, qui sont de l'ordre réglementaire, de l'ordre financier. Des exemples précis, par exemple, en tant que centre de formation, nous formons des jeunes qui préparent un diplôme lié à des référentiels. Comment sortir de ces cadres de référentiels? Autre sujet, nous avons besoin d'investir dans des technologies. Aujourd'hui, en tant que CFA, par exemple, nos modes de financement passent par des financements régions qui obligent à de l'acquisition, de l'achat, alors qu'on devrait passer à des modes agiles d'acquisition, type location, etc., ce qui n'est pas possible. Ou difficilement. Autre chose aussi, c'était un autre point, c'était la contrainte de temps. Puisque effectivement nous sommes plusieurs à avoir développé des expériences en mode projet, etc. Ça prend du temps pour construire ces projets et pour les suivre. On n'est pas aussi sur les mêmes nécessités de temps par rapport aux besoins des entreprises. C'est-à-dire qu'on va former des personnes qui doivent être opérationnelles, des personnes veulent obtenir un diplôme, veulent être opérationnelles, veulent un emploi. Et l'usine du futur, c'est pas pour tout de suite maintenant par rapport à nos centres de formation. Donc là, on a un timing plus long. Après, effectivement, on a eu aussi de longs échanges relatifs au profil de nos apprenants. Donc, ces profils ne sont pas ceux qu'on espérait toujours, avec des niveaux quelquefois inférieurs à ceux qu'on aurait souhaité avoir. À relativiser, puisqu'en fait, aujourd'hui, ils ont peut-être des lacunes sur certains domaines, mais ils ont aussi beaucoup de potentiel. Et les expérimentations qui ont été exprimés un petit peu autour de la table, des modes projet, les outils numériques, apprendre nous à leur faire confiance aussi sur d'autres démarches pour leur permettre d'apprendre à apprendre. On a également sorti cette même expression et à chercher des solutions peut-être autrement que ce qu'on aurait espéré et à valoriser leur démarche. Il y a eu un projet qui a été présenté par la CCI de Paris, notamment sur un projet qui a mis au cœur vraiment les élèves pour une démarche de vulgarisation et d'explication de la robotique auprès de publics. Et là, ça permet aussi de faire aimer nos métiers, ce qui n'est pas négligeable. Autre point au niveau des nécessités, au-delà de ces modes projets, c'est la formation des formateurs, puisque là, il y a un vrai besoin de faire évoluer les métiers par rapport à ces nouveaux enjeux pédagogiques, technologiques. Donc là, ce sont des gros chantiers, donc nous avons aussi besoin d'accompagnement sur ça. Et pour conclure, pour construire en fait cette démarche 4.0, c'est très bien que les industriels s'en emparent parce que c'est les locomotives, mais elle doit aussi se construire depuis nos centres de formation, depuis nos lycées, depuis nos écoles. Et l'entreprise apprenante, c'est très bien, mais l'entreprise apprenante en fait se prépare aujourd'hui dans nos écoles. Et pour qu'on puisse préparer l'entreprise apprenante, on a besoin d'accompagnement.
de la part des industriels. Et on en a besoin maintenant et concrètement. Quoi, comment, quelles compétences, comment on la traduit dans les faits, avec quels moyens. Et aujourd'hui, en tant que centre de formation, on attend des industriels et des associations de filières qui nous aident à construire ces briques, non pas technologiques, mais pédagogiques. Et maintenant, puisqu'on a donné beaucoup l'exemple de l'Allemagne, et voilà, ça se fait ailleurs et ça devrait se faire beaucoup mieux chez nous. Super, merci beaucoup pour cette restitution. Alors, bon, il nous reste quelques minutes. Il est la demie. Je vais vous donner la parole, Thierry, pour un petit mot de conclusion, de remerciement. Et peut-être avec un petit peu de recul, une synthèse sur tout ce qui a été dit. On peut peut-être renvoyer sur le site de la Fabrique, bientôt, pour prolonger un peu cette session, parce que vous avez vu, c'est très dense. On aurait envie de continuer à évoquer les thématiques. Donc je me tourne vers Louisa. On aura des infos après sur le site de la Fabrique. Vous serez tenu au courant, bien sûr, par mail quand il y aura un peu de diffusion de toute cette restitution. Et alors donc, Thierry, comment vous avez ressenti cette matinée ? Merci beaucoup. Je l'ai très bien ressenti. Vous avez eu une matinée très chargée et je suis le dernier obstacle entre vous et le déjeuner, donc je vais essayer de ne pas en abuser. Je voudrais dire que dans les travaux qu'on fait à la Fabrique, dans toutes les questions qu'on se pose sur comment favoriser le développement ou le redéveloppement de l'industrie en France, on tombe à peu près toujours sur le nœud de la formation comme étant un peu la clé de tout. Ainsi que sur la qualité du dialogue social. Enfin, je dirais c'est la formation professionnelle qui arrive en premier, et y compris sur un certain nombre de mythes du genre, de toute façon, les enseignants, les formateurs et les industriels n'aiment pas se causer entre eux. Alors, merci à tous d'être là et de faire mentir ce préjugé stupide. Merci à tous les industriels qui ont pris de leur temps pour venir dialoguer avec vous. Merci aussi à tous les formateurs, à tous les enseignants qui ont montré leur désir d'échange, de dialogue sur comment travailler d'une manière qui prépare le mieux possible leurs étudiants à s'épanouir professionnellement. Donc on vous l'a dit, tout ça est un élément dans un vaste ensemble de réflexions. Donc merci avant tout à vous d'être là et d'être venus beaucoup plus nombreux qu'on anticipait. On n'imaginait pas qu'on ferait 4 groupes et 4 groupes aussi denses avec des échanges aussi intenses dont vos conclusions témoignent. Alors je ne vais surtout pas faire la synthèse des synthèses parce que ça serait mortel. Je voudrais remercier les organisateurs, notamment Louisa qui a préparé cette matinée, et puis vous tous d'être ici. Et on en fera d'autres si vous voulez. Et encore merci à tous. Voilà. Eh bien, écoutez, je n'ai rien à rajouter. On reste sur cette note très positive. Un grand merci à vous toutes et à vous tous d'être venus ici pour cette rencontre. À suivre donc sur le site de la Fabrique. Et puis très bonne journée à vous tous.